Bonjour à toutes et à tous, c'est Kevin pour les Ludovores et je vous avoue que je suis éreinté. Il se trouve que j'ai fait cet enregistrement, j'ai déjà fait cette vidéo hier soir, avant de me rendre compte ce matin que mon fils avait débranché le micro avant que j'enregistre la vidéo. Merci mon fils. Je vais pas lui en coller une, il est mignon, il est mignon. Je vais pas lui en coller une, il est mignon quand même. Mais bon, bref, du coup, je dois retourner cette vidéo à nouveau, ce qui me permettra, ceci dit, d'être peut-être un petit peu plus succinct en termes de présentation des vidéos, parce que je sais à peu près où m'orienter, puisque c'est la deuxième fois. Quoi qu'il en soit, bienvenue dans le menu crowdfunding numéro 114, l'émission dans laquelle je présente toujours et encore la majorité des projets de jeux de société actuellement sur les différentes plateformes de financement participatif telles que Kickstarter notamment. Et cette semaine, comme la semaine dernière, on est sur un menu plutôt léger. La semaine dernière, c'était le festival de Essen en Allemagne, donc les éditeurs avaient un petit peu mieux à faire que de proposer des campagnes sur Kickstarter, et ben cette semaine ils rentrent chez eux à leur pénate et ils se reposent un petit peu, on les comprend. Du coup là encore une fois pas grand chose à se mettre sous les dents, même s'il y a quand même un ou deux projets plutôt sympatoches, mais je pense que la grosse période de Kickstarter de la fin d'année va commencer plutôt à partir de la semaine prochaine. Du coup, petit point habituel sur la chaîne, rien de très spécial, si ce n'est quand même la tristesse m'habite bien évidemment, puisque on a fait moins de 1000 vues sur le dernier menu crowdfunding, voilà. Après une grosse séquence avant, donc pré-Essen, où on avait fait quoi 1, 2, 3, 4, 5 menus consécutifs à plus de 1000 vues, voire 1200, 1500 vues parfois même, et bien on est retombé en dessous des 900 pour le coup, sur le dernier menu crowdfunding qui était quasiment vide, il faut bien le dire, donc c'est déjà pas si mal en réalité, et je m'attends plus ou moins à un résultat similaire pour celui que vous êtes en train de regarder, mais ça n'a pas une grande importance en soi. Ensuite, le sondage de la semaine. Comme chaque semaine, vous pouvez aller voter pour les projets qui vous intéressent le plus, le ou les projets qui vous intéressent le plus pour la semaine suivante. Donc ce sera pour la semaine du 18 octobre pour le coup. Et cette semaine, du coup, voici les résultats avec bien sûr Erune, le projet français largement en tête avec 16 voix, qui sera donc le seul dessert de cette semaine, même s'il a été suivi par Moonstone et par Cascadero qui seront présentés plutôt dans les plats principaux du jeu, donc les projets un petit peu médians. Le reste, j'aurais pu quasiment mettre tout dans les entrées, mais je vais prendre quelques petites minutes quand même sur certains d'entre eux qui me semblent un poil plus intéressants que les autres. Du coup, c'est parti, entrée, plat, dessert comme d'habitude, à savoir donc les petits projets suivis des projets un petit peu médians, donc 2 minutes d'abord, puis 5 minutes, et enfin les desserts sur lesquels je m'appesantis un petit peu plus, aux alentours de 10 minutes approximativement. Du coup, on est parti, n'oubliez pas de voter non plus pour le sondage de la semaine prochaine. D'abord prévu pour septembre dernier, Dice and Divination fait désormais son apparition en mi-octobre sur Kickstarter, c'est le troisième projet de Backfire Games. Il s'agit d'un petit print and play, d'où la petite pastille à 3$, généralement c'est très peu cher, c'est le print and play, c'est le principe, et ça se marie généralement assez bien avec du roll and write bien évidemment, et c'est encore le cas pour celui-ci. Donc on va avoir un thème de divination qui est pour le coup assez original, qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir tellement souvent, avec un petit jeu de roll and write en print and play pour 10 ans et plus, pour 25 minutes la partie, qu'est-ce que c'est ce 100 ? Est-ce que c'est pour 100 joueurs minimum ? Je ne sais pas. Bref, vous chercherez un peu par vous-même. Au moins la thématique a l'air d'être relativement intéressante. Je ne sais pas si au-delà de ça le gameplay sera vraiment original. Est-ce qu'il est encore aussi facile que ça de créer des nouvelles choses dès lors qu'il s'agit de roll and write ? C'est pas forcément hyper facile, mais il y a encore des jeux qui réussissent à nous surprendre. Est-ce que ce sera le cas de Dice and Divination ? J'ai pas tellement l'impression. Peut-être qu'on aura un ou deux autres roll and write aujourd'hui qui seront un poil plus intéressants que celui-ci, d'autant plus que celui-ci ne dispose pas de VF. 52 contributeurs, 15 jours avant la fin de la campagne. 7ème épisode déjà pour les Vizzles, ces fameux puzzles qui vous offrent une fois le tableau complété, terminé, différentes énigmes et questions que vous devrez réussir à résoudre. Ils nous avaient déjà proposé différents univers tels que celui de Peter Pan, de Alice au Pays des Merveilles ou encore du Magicien d'Oz. Ils reviennent désormais avec Winnie l'ourson. Et donc, comme d'habitude, on va compléter ce puzzle, seul ou en famille, entre amis, etc. Et ensuite, on aura tout un tas de petites questions et énigmes à aller résoudre dans des petites enveloppes. Voilà, c'est l'occasion de
passer un petit moment sympatoche avec ses amis, sa famille, sa chère et tendre, son dulciné peut-être, hein, à vous de voir. Moi je sais que c'est pas trop mon truc à l'origine, je suis pas spécialement un gros fan de puzzle, même si j'ai rien contre l'idée non plus. Par contre, un jour je me dirai pas que je me laisserai pas convaincre par un petit Vizels pour pouvoir éventuellement y jouer avec mon fils, parce que ça pourrait être assez fun malgré tout. Voilà donc pour le 7ème épisode des Vizels, avec cette fois-ci Winnie l'ourson, 557 contributeurs pour l'instant, 16 jours avant la fin de la campagne et presque déjà 20 000 € d'engrangés. On repart sur du roll and write avec Dungeon Date qui, comme son nom l'indique, vous plonge dans un donjon, mais avec une thématique un petit peu différente, une approche un petit peu différente que les dungeon crawlers qu'on a l'habitude d'avoir. Il s'agit d'un roll and write qui vous permettra certes de tabasser des gobelins ou des orques en tout genre au sein d'un donjon, mais vous pourrez aussi potentiellement les séduire et vous-même vous les taper, hein, clairement, disons-le. Bon, il y aura évidemment de la censure, hein, vous ne verrez rien de ce qui se passe, on n'est pas sur un jeu vidéo bien sûr, mais vous voyez un petit peu le principe, c'est assez loufoque. Vous pouvez aussi recueillir bien sûr de nouveaux items, de nouveaux artefacts pour rendre votre personnage plus puissant, mais vous pourrez aussi séduire, apprivoiser certains monstres pour en faire vos compagnons, etc. etc. Bon, la thématique est assez originale, assez loufoque, ça renouvelle un petit peu le genre certes, après ça reste du run write relativement classique avec une direction artistique dont je suis pas le premier fan pour être tout à fait honnête, et ceci dit ça s'accompagne aussi d'un jeu de rôle que vous voyez ici. Vous pouvez d'ailleurs prendre les deux en un seul pledge qui est ici, donc les trois, donc deux jeux compatibles pour en faire un troisième, le tout pour 49 $, sinon c'est 5 $ le run and write et 25 le jeu de rôle apparemment si j'ai bien compris. Voilà donc pour Dungeon Date, un petit roll and write assez atypique en termes de thématique. Est-ce qu'il séduira plus de monde pour autant? Pour l'instant, en tout cas, c'est pas vers ce chemin qu'on semble aller, puisqu'on a uniquement 116 contributeurs à 16 jours de la fin de la campagne. Après une première tentative au printemps dernier, Paleo Payout, qui à l'époque s'était soldé par un échec, revient sur Kickstarter pour une nouvelle tentative, et pour l'instant, il mange du sable, comme lors de la première tentative, puisqu'on est à 35 contributeurs seulement, 24 jours avant la fin de la campagne, certes, mais bon, après la première semaine de campagne, qui est généralement celle qui rameute le plus de backers, c'est pas très bon signe. Heureusement, le seuil de financement est très bas, donc ça reste faisable, on est près à 80% du seuil de financement. Bon, ça reste un petit jeu de gestion de main pour 20 à 30 minutes, pour 2 à 10 joueurs, 180 cartes, jeu de collection, avec un tout petit peu de tech that également. C'est visuellement pas vilain, très honnêtement, hein. Je trouve que le jeu présente plutôt bien visuellement. Sur la table, ça pourrait donner envie d'y jouer. Mais au-delà de ça, c'est vrai que les petits jeux de gestion de main, de cartes, avec un petit peu de tech that par-ci par-là, du set collection, etc. Bon, ça n'a rien de très original, ça ne vient pas non plus renouveler tellement le genre, même si on voit que chacune des cartes a des petits effets qui lui sont propres en général. Peut-être qu'il y a certains doublons également, mais en gros, il y a quand même pas mal d'effets disponibles. Ça peut être sympa, visuellement c'est pas vilain encore une fois. Pour l'instant, ça ne semble pas trouver son public. Et en plus de ça, pas de VF non plus. Donc pour Paleo Payout, pour l'instant 35 contributeurs. En êtes-vous? Tiens, juste par curiosité, y a-t-il des Français? Non, États-Unis ou Royaume-Uni, et c'est marre. Voilà donc pour Paleo Payout. On enchaîne avec un projet un petit peu annexe, un petit peu parallèle. Il s'agit de The Great Sea Robbery. Et pourquoi s'agit-il d'un jeu un petit peu annexe? Ce n'est pas un jeu de société, tout simplement. Il s'agit ici d'un jeu d'enquête, jouable en solo ou à plusieurs en coop, bien évidemment, sur le thème du thé. En fait, il y a un commerçant de thé, un revendeur de thé qui a laissé un message sur cette petite feuille que vous voyez ici, sur laquelle vous trouvez des feuilles de thé, une tache de sang et un petit mot dans lequel il écrit qu'il est désolé, et à partir de ces différents éléments, vous devrez essayer de retrouver ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé, etc., etc. Le tout accompagné d'un matériel qui a l'air d'être plutôt sympatoche, plutôt thématique. Bon, c'est pas mon type de jeu pour autant, mais ça a l'air d'être au moins assez immersif, assez sympa, même si j'ai toujours l'impression que ce genre de jeu-là est assez pauvre en termes de rejouabilité. Par contre, l'expérience proposée est peut-être assez sympa, là-dessus, j'en ai aucune idée. 313 contributeurs déjà, c'est déjà pas si mal, 24 jours avant la fin de la campagne, et 50 000 € d'engrangés pour ce qui est le troisième projet de Tangible Narrative qui nous vient de Shanghai, qui avait proposé jusqu'alors The World Traveler Society, que j'avais déjà couvert sur le menu crowdfunding récemment, avec 1000 contributeurs à l'époque, donc c'était quand même déjà un bon résultat. On devrait faire quelque chose d'assez similaire pour The Great Sea Robbery. Voilà donc pour ce jeu-là.
Un jeu à boire, ça faisait longtemps, je sais que Anthony sera content bien évidemment, Dungeons and Naggins, et en plus un jeu à boire qui nous vient d'Irlande bien évidemment, parce que bon, on a quand même certains pays pour lesquels vraiment bon le jeu à boire, on sent que il y a une affinité particulière. Ça aurait pu être l'Allemagne, ça aurait pu être aussi la Pologne, mais non, cette fois-ci c'est l'Irlande avec Dungeons and Naggins. On reprend une thématique assez classique de dungeon crawler pour un jeu ici qui est en fait de gestion de main, dans lequel vous aurez aussi de la boisson, d'où le petit 21 et plus, parce que la majorité n'est pas forcément à 18 ans dans tous les pays bien sûr, donc il faudra être majeur pour y jouer. C'est pour des parties de 30 minutes environ, pour 2 à 6 joueurs. Bon, l'avantage c'est qu'en 30 minutes, généralement, on peut pas se mettre une grosse mine, à moins de vraiment y donner du sien. Pour l'instant, ça a déjà recueilli 217 alcooliques, enfin un contributeur, excusez-moi, et près de 10 000 €, 25 jours avant la fin de la campagne. Pour le reste, ça s'accompagne d'une direction artistique qui, pour le coup, je trouve, est assez raccord avec le thème, parce que bon, on est certes sur un truc un petit peu orienté dungeon crawl, etc., mais quand même, on est sur un jeu à boire qui se prend pas au sérieux, donc je trouve que la patte graphique se marie plutôt bien avec l'univers. Pour le reste, vous allez donc utiliser des petits effets particuliers propres à votre personnage que vous allez choisir, votre héros. Ensuite, vous allez devoir survivre à certaines rencontres, certains combats face à des adversaires. Vous allez devoir choper de nouveaux artefacts. Vous allez parfois aussi devoir picoler assez souvent, assez fréquemment. Donc attention, si vous êtes un petit peu fragile face à l'alcool, c'est pas forcément un jeu pour vous. Et à la fin, bien sûr, il faudra se défaire du boss terrassé, un boss qui, j'imagine, vous forcera à picoler lui aussi. Voilà pour Dungeons and Naggins, 217 contributeurs pour l'instant, 10 000 € d'engrangés, 25 jours avant la fin de la campagne. On enchaîne avec un nouveau jeu d'escarmouche, il s'agit ici de Torch and Shield. Ce ne sera pas le dernier jeu d'escarmouche dont on parlera aujourd'hui, mais c'est pas forcément le plus intéressant. Bon, 260 contributeurs quand même, 25 jours avant la fin de la campagne, 22 000 € d'engrangés, donc la campagne se passe plutôt pas mal. On est pour le reste sur un jeu d'escarmouche assez classique, avec des éléments de décor, différents personnages, on va se foutre sur la tronche bien évidemment. Il y aura tout un tas de niveaux de pledges différents en fonction du nombre de factions, de miniatures que vous voudrez aussi recevoir. Ça peut partir d'assez bas si on prend uniquement le PDF par exemple ici à 25 $, jusqu'à des prix assez élevés dès lors que vous prenez par exemple les tuiles de terrain, plus tous les personnages etc. Ça peut monter assez haut assez rapidement aussi, mais bon ça reste relativement abordable malgré tout, sachant que ici tout ce que vous voyez ici c'est en STL, donc ce sont des fichiers que vous recevez pour ensuite pouvoir les imprimer si vous avez une imprimante 3D, parce que sinon ça coûterait évidemment pas 63 $. Mais par exemple ici, si vous prenez Grey Shield Tier avec les miniatures déjà pré-imprimées pour vous, 225 $, bien sûr, ça coûte un poil plus cher. Voilà, pour le reste, assez classique encore une fois, on est dans des donjons, il y a des dragons, il y a des nains, il y a des gobelins, etc. C'est assez classique, là-dessus on renouvelle pas tellement le genre non plus. 260 contributeurs, 25 jours avant la fin de la campagne. Suivant, Coupon Clipper, qui est certainement l'un des jeux les moins intéressants, subjectivement parlant, que j'ai pu présenter dans le menu crowdfunding, parce que jusqu'à maintenant, on a quand même pas mal de print and play, ces jeux que vous allez imprimer, puis ensuite, vous pourrez peut-être les plastifier pour y jouer ad vitam aeternam. Là non, Coupon Clipper, vous allez imprimer des feuillets qui seront tous différents les uns des autres, et ensuite, le jeu, c'est de couper un coupon, donc de réduction sur par exemple une pastèque ou sur des sandwichs, etc. Vous en gardez donc un de la fiche, vous passez le reste de la fiche à votre voisin qui vous passe lui-même la sienne, vous coupez un autre coupon et c'est un jeu de set collection pour avoir en fait simplement le plus de réduction pour tout un tas de produits. Bon, il y aura différentes fiches qui reprendront parfois des produits de saison, etc. Bon, pour un peu renouveler l'expérience, mais vraiment je suis pas du tout intéressé par le jeu. Alors peut-être que je suis juste pas le public, mais bon, clairement, Coupon Clipper, ça m'attire pas. Ceci dit, à 5 $, vous prenez pas un grand risque, c'est pour 2 à 5 joueurs pour 25 minutes la partie. Déjà, 131 contributeurs tout de même, à 25 jours de la fin de la campagne, pour ce qui est le 27e projet de Bluebird Entertainment, dont ce n'est pas le premier print and play d'ailleurs, puisque il n'y a pas si longtemps, ils avaient proposé aussi Cracking the Cryptic's Greatest Hits. On avait eu aussi Sunshine City, qui pour le coup, lui, avait l'air d'être assez sympatoche. Pour le reste, bon, c'est du hit and miss un petit peu chez Bluebird. On a souvent des projets assez moyens, quelques projets un peu plus intéressants, mais globalement, ça fait pas d'énormes résultats pour être tout à fait honnête. Voilà donc pour Coupon Clipper.
Celui-ci, en revanche, est assez joli. Je suis assez amateur de la direction artistique et en plus de ça, c'est assez atypique puisqu'il s'agit d'un jeu coopératif à 2 joueurs uniquement, configuration assez rare pour être soulignée. Et en plus de ça, c'est encore une fois un print and play, donc encore une fois, c'est très peu cher. Ceci dit, vous le voyez, ça n'a pas attiré grand monde pour l'instant, moins de 100 contributeurs. Le projet n'est pas encore financé, mais bon, à 2800, ça devrait quand même pouvoir se faire assez facilement. Il reste plus de 3 semaines avant la fin de la campagne, mais au moins, Mind Hell, pour 2 joueurs, pour des parties de 45 minutes, avec des petites miniatures si on choisit de prendre la version physique notamment, il a pas l'air d'être très intéressant. On est dans un jeu où il va avoir un petit peu sauver le monde en gros de différents monstres, ou en tout cas se sauver sa propre peau à défaut, en faisant bouger tout un lot de terrain que vous voyez ici, des couloirs quoi en gros, pour pouvoir arriver à vos fins. C'est relativement classique certes en termes de gameplay, mais au moins l'ADA est plutôt jolie, ça coûte pas très cher. Il y a 3 monstres présents durant la campagne avec Dream Feaster, The Automaton et The Butcher, donc le boucher, et en plus il y en aura d'autres qui seront exclusifs à la campagne de Kickstarter. On en voit quelques-uns ici, The White Dame, The Jester, The Madman par exemple. Donc voilà, en plus de ça, l'ADA est plutôt mignonne, plutôt jolie, plutôt soignée. À vous de voir si ça peut vous tenter. C'est le 2e projet de Dave Navarro, que je ne connaissais ni d'Eve ni d'Adam pour le coup. Mais pour l'instant, c'est vrai que c'est pas vraiment un gros succès. On enchaîne sur le nouveau projet de Jason Anarchy, son 15e déjà sur Kickstarter. C'est un éditeur et auteur qui, pour l'instant, je l'avoue, m'en touche une sans faire bouger l'autre, pour parler poliment. Bon, il y a quelques projets qui ont l'air un poil plus sympa, comme Reap par exemple, ou certaines thématiques qui sont pas inintéressantes, comme Your Friend is Sad par exemple. Mais au-delà de ça, c'est vrai que c'est pas des jeux qui m'attirent outre mesure. Bon, il revient avec cette fois-ci certainement le jeu de son catalogue qui m'intéressera le moins, à savoir le Neckbeard Quest for Love, un jeu avec en plus une petite pointe de foutage de gueule envers les Français, puisque l'on a le petit article qui ne sert à rien, et Neckbeard c'est ce type de personnage pour lequel on vous donne même une description, une définition, avec une hygiène atroce, des compétences sociales un petit peu lacunaires on va dire, un sens un but de sa personne on va dire, obsédé par les waifus, ces petits personnages un petit peu japonisants que l'on voit comme ça ici, et qui cherche un petit peu un amour inconditionnel on va dire. Pour le reste, ça reste un petit jeu de gestion de main de cartes, assez classique avec un petit peu de tech par-ci par-là, et le but c'est de montrer à toutes les waifus environnantes que vous êtes le neckbeard ultime quoi, pour séduire la waifu, voilà, en gros. Je trouve ça assez inintéressant, mais bon, vous me direz ce que vous en pensez. C'est pour 2 à 4 joueurs, pour des parties de 15 minutes uniquement, et pour 10 ans et plus, parce que bon, le thème est un tout petit peu mature, comme on dit, en anglophonie. Voilà, pour le reste, vous me direz éventuellement ce que vous en pensez. Je suis pas du tout convaincu, et en plus, vous avez même un pledge, mauvais goût ultime, mais là pour le coup c'est de l'humour plus qu'autre chose, un pledge dans lequel vous pourrez même mettre la main sur ce fameux coussin, donc dans lequel vous voyez le Neckbeard avec son coussin lui-même de waifu. Donc c'est très méta, un coussin sur lequel il y a un coussin. Bref, voilà, c'était donc The Neckbeard Quest for Love, 99 contributeurs pour l'instant, on est loin de ses meilleurs résultats pour Jason Anarchy, peut-être que le thème va repousser quand même pas mal de monde. On continue avec Patrician, on arrive enfin sur ce qui ressemble de près de loin à un vrai jeu de société pour le coup, avec Towers of Influence, un jeu dans lequel vous allez entrer en compétition avec les autres joueurs autour de la table pour construire des tours, des bâtiments plus magnifiques les uns que les autres dans une Italie médiévale. C'est pour 2 à 5 joueurs et pour l'instant ça a attiré 145 contributeurs, 26 jours avant la fin de la campagne. On est à peu près à la moitié du seuil de financement, donc c'est pas idéal, mais bon, ça reste peut-être encore un petit peu faisable. Vous voyez que clairement, ça a une allure de jeu allemand du début des années 2000, c'est pas joli, mais bon, ça marche peut-être très bien, allez savoir, en termes de gameplay c'est peut-être excellent. En tout cas, c'est pour 2 à 5 joueurs, pour des parties de 20 à 40 minutes, et c'est relativement accessible, puisque c'est jouable à partir de 8 ans et plus. Voilà, pour le reste, en plus, vous voyez que le jeu n'est pas outrageusement cher, bon, en même temps, c'est rapport qualité-prix en fonction du contenu en termes de composants aussi, donc 31$, c'est vrai que ça reste assez abordable et que c'est des prix qu'on voit assez rarement maintenant sur Kickstarter. Voilà, pour le contenu, vous avez un petit peu une idée avec ce qui est ici en termes de contenu de matériel, on va dire. Voilà donc pour ce qui est de Patrician Towers of Influence, pour l'instant 145 contributeurs, 26 jours avant la fin de la campagne et 4024€ d'engrange.
Vous apprécierez l'ironie de voir un éditeur d'origine suisse, donc d'un pays qui ne dispose pas de proximité avec la mer, proposer un jeu de pirates dans lequel la mer bien sûr est au centre des débats. Hein. Il s'agit ici de Deckhand, un petit jeu de deck building dans un monde de pirates qui pour l'instant coule un peu. Hein. Ils n'ont pas encore relevé l'ancre. Du coup, le démarrage est un petit peu lent. 34 contributeurs, 1200 € seulement d'engrangés pour l'instant. Bon, le financement étant très très bas, il suffirait que quelques personnes, comment dirais-je, remarquent l'existence du jeu sur Kickstarter et se penchent un petit peu sur son sujet pour pouvoir éventuellement l'atteindre malgré tout. D'autant plus que le jeu ne coûte que 20 €, même si vous allez voir que le « que » est à mettre entre guillemets, puisqu'il y a assez peu de cartes en réalité, donc finalement c'est pas si donné que ça, vous allez voir. Deckhand, donc avec sa très belle DA, je suis assez friand de la DA, je trouve qu'elle est très très bien réalisée, vraiment c'est un jeu qui mériterait d'être un petit peu plus sous les spots des projecteurs, on va dire, c'est les lumières des projecteurs, parce que vraiment visuellement en tout cas, ça donne plutôt envie. Et donc dans Deckhand, vous aurez plusieurs chemins vers la victoire, mais fondamentalement ça reste un petit jeu de deck building avec une 60aine de cartes, c'est là que le bas blesse un petit peu, puisque pour rappel, voilà, 59 cartes pour 20 €. Bah du coup, c'est vrai qu'on se dit qu'à la base c'est pas si cher que ça, mais en réalité, bon, 59 cartes, 20 €, ben, c'est pas si peu cher que ça. C'est même un poil onéreux. Mais ceci dit, la DA est magnifique, je trouve que le jeu est très très joli. Et c'est un deck building dont toutes les cartes apparemment sont uniques, si j'ai bien compris, ouais c'est ça, avec toutes des effets bien spécifiques. Et du coup, c'est quand même assez rarement le cas pour les deck building, on a souvent pas mal d'exemplaires d'une même carte, là apparemment elles sont toutes uniques avec des effets qui leur sont propres, donc peut-être que ça reste assez sympa malgré tout. Je n'irai pas le baquer parce que je suis pas un fan de deck building, mais je trouve que visuellement en tout cas ça présente plutôt bien, avec en plus bien sûr plusieurs chemins vers la victoire. Le tout pour soutenir un petit projet suisse qui pour l'instant a un petit peu de mal, en serez-vous ou non. Pour l'instant le projet se porte pas très très bien, mais bon, ça ne se sait jamais. C'est pour 2 à 4 joueurs, 10 ans et plus, et pour des parties certes un poil longues, de 30 à 60 minutes. La dernière entrée de la semaine, il s'agit d'un détour du côté de chez Ulule avec 4-4-2 pour tous les amateurs de foot et de trivia, puisqu'il s'agit très clairement d'un jeu de trivia et non pas d'un jeu de football, simplement un jeu de connaissances sur le football pour prouver que tu n'es pas un footix. Pour l'instant, il a 35 contributions, 29 jours avant la fin de la campagne, et donc 4-4-2, c'est pour, à partir de 2 joueurs, jusqu'à combien je ne sais pas, 14 ans et plus, et pour des parties d'environ 20 minutes, donc assez court, avec plus de 600 questions. Des questions de culture foot, dans lesquelles vous allez avoir juste une question toute simple, comme celle-ci, combien de clubs Giroud a-t-il coaché? Des cartes un peu plus complexes de 3 points pour le mercato, dans lequel vous allez avoir le début de carrière de quelqu'un, le début de carrière d'un joueur, suivi de tous les clubs par lesquels il est passé, et vous devrez deviner de qui il s'agit, ici par exemple Danny Welbeck. Et enfin les cartes tactiques qui valent le plus de points, donc 5 points, où là par exemple ce sera quand même bien plus compliqué avec, ici, citer les 25 joueurs sélectionnés en équipe de France pour la Coupe du Monde 2022. On est en 2023 et je me souviens déjà pas de tous les noms, il m'en manquerait certainement quelques-uns. Donc bon, le problème c'est que comme tout bon jeu de trivia qui se respecte, c'est un jeu qui va forcément un petit peu mal vieillir, puisque de toute façon, dans 10 ans, par exemple, qui se rappellera exactement des 25 joueurs? Bon, peut-être des gros fans hardcore. Dans 15 ans, qui se rappellera de Danny Welbeck? Certes, c'est un joueur assez connu aujourd'hui, mais c'est pas non plus un joueur qui va rentrer dans la légende. Dans 10-15 ans, les jeunes joueurs se rappelleront pas forcément de Danny Welbeck, surtout que c'est un jeu qui est pour l'aspect francophone pour l'instant, et qu'il s'agit d'un joueur qui évolue principalement en Angleterre. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez. 4-4-2, c'est pas du tout mon truc à moi, mais bon, comme j'aime bien le foot, je me suis dit, allez, pourquoi pas, en plus, petit projet sur Ulule, il fallait que je le présente. Donc voilà, c'est fait. Et en plus, c'était la dernière entrée de la semaine. On va maintenant pouvoir passer aux plats principaux. Le premier plat principal de la semaine, c'est un nouveau jeu d'escarmouche. J'en avais déjà tout à l'heure parlé avec Torch and Shield, ou Shield and Torch, je ne sais plus dans quel ordre c'était. Et cette fois-ci, je reviens vers vous pour un nouveau jeu d'escarmouche intitulé Moonstone Fantasy Skirmish Games, avec, je crois, une extension, me semble-t-il, intitulée Shades of Moonreach, qui a d'ailleurs été primé lors des UK Games Expo, donc en gros l'équivalent du Fige, mais en Angleterre, pour le meilleur jeu de miniature, si j'ai bien compris. Pour l'instant, il a attiré 635 contributeurs, 11 jours avant la fin de la campagne, près de 100 000 € d'engrangés d'ores et déjà. Un jeu avec masse de miniatures, plutôt très bien réalisé. En même temps, c'est un petit peu leur spécialité, hein, Goblin King Games.
Pour le reste, bon, bah, les jeux d'escarmouche, vous le savez, je suis pas très connaisseur, donc je vais pas dire de conneries, je vais essayer de ne pas vous mener en bateau très longtemps en vous en pensant que je sais de quoi je parle, parce que c'est vraiment pas le cas. Il y a plusieurs niveaux de pledge qui vous permettront d'accéder à différents types de personnages ou de factions. Vous pourrez bien sûr prendre plusieurs factions pour dépenser toujours plus d'argent si vous le souhaitez. On a des pledges qui commencent à 69 livres, mais qui peuvent assez rapidement monter jusqu'à 315 livres par exemple. Donc à vous de savoir ce qui peut vous intéresser éventuellement. Mais vous voyez ici que les miniatures sont quand même très bien détaillées, très jolies, même si elles ont un style assez particulier. Mais ça, pour le coup, c'est plutôt une bonne chose de manière générale de pouvoir se démarquer un petit peu de la concurrence. Pour ce qui est des prix, donc j'en parle un petit peu plus en détail, parce que là on est entré dans les plats principaux, donc un petit peu plus de temps. 69 livres, 79 ou 165, ou même 315, ça équivaut donc à 80, 92, 191, on peut même monter jusqu'à 364 euros de pledge pour le mausoléum que vous voyez ici. Bon, c'est un petit peu le all-in certes, mais bon, c'est vrai que ça va coûter assez cher. Ensuite, pour les frais de port, ça se passe comment? Ça se passe comme ça. Ça dépend du niveau de pledge. Shroud, Headstone, Mausoleum. Donc pour l'Union Européenne, 15 euros, 16 euros, 18,50. Pour le Canada, 17 $, 25 $, 30 $. Et pour le reste du monde, ce serait 16, 26 ou 35 livres. Voilà donc pour tous les amateurs de jeux d'escarmouche avec de belles miniatures. Moonstone, ça pourrait potentiellement vous intéresser. Très court détour, malgré le fait qu'il s'agisse ici d'un plein principal de la journée, donc normalement c'est plutôt 5 minutes, mais en réalité Keyforge, bah, on prononce le nom et on sait déjà que ce sera en boutique en VF à terme, donc il n'y a pas forcément besoin de passer trop de temps dessus. Keyforge nous revient avec cette fois-ci Grim Reminders, qui est une nouvelle extension, nouvelle saison on va dire, de Keyforge, qui pour l'instant avec un peu moins de 1000 contributeurs a tout de même accumulé près de 250 000 $. C'est pour vous dire à quel point les gens ont dépensé de l'argent sur cette campagne. Il reste encore 15 jours pour éventuellement vous faire une idée, sachant qu'il n'y a pas de VF durant cette campagne. Par contre, il y a aussi l'opportunité de mettre la main sur différents trucs sortis au préalable. On voit qu'ici le pledge le plus populaire est déjà à 160 boules. Ça coûte assez cher, vous le voyez, mais bon, on aura plusieurs packs de Keyforge, parce que pour rappel, Keyforge c'est un jeu dans lequel vous recevez donc chacun une boîte de base, mais qui ne ressemble, si elle ressemble, mais elle n'est pas identique à aucune autre boîte dans le monde. Une sorte d'algorithme, j'imagine, qui leur a permis de proposer une boîte de base légèrement différente pour tout le monde, même s'il n'y a pas de degré de rareté, je crois, pour telle ou telle carte. Mais bref, c'est une question de savoir quelles sont les cartes auxquelles vous aurez accès dans votre boîte à vous, quoi, en gros. Pour ceux qui voudraient mettre la main sur le jeu de base Keyforge à 2 joueurs en starter set, c'est le Novice of the Crucible à 60 $. Ensuite, vous avez Seeker of Dex pour avoir peut-être plusieurs petits boosters à 75 $, ceci dit tout de même. Et puis ensuite vous avez des pledges beaucoup plus chers comme Breaker of Chains à 450 $ par exemple, mais votre nom figurera sur certains éléments du jeu. Turner of Keys 775 $, et puis on peut même aller jusqu'à 2000 $ par exemple pour intégrer nous-mêmes le jeu dans une carte. Mais bon, c'est limité à 10 backers et ils sont déjà tous présents, donc vous n'y aurez plus accès. Par contre, si vous voulez vraiment dépenser beaucoup d'argent, il y a encore même un pledge à 1500 si vous le souhaitez vraiment. Voilà. Ensuite, juste pour les frais de port, j'essaie de vous retrouver ça, voilà, c'est ici, Shipping Estimates. Pour le Canada, 27 jusqu'à 63, Union Européenne 25 à 55, Suisse 45 à 95, et pour nous Far East 35 à 140 $ de frais de port. J'avoue que je n'ai pas du tout suivi Keyforge, je ne sais pas du tout comment ça se joue, je sais juste que c'est un jeu de confrontation avec essentiellement de la gestion de main, avec bien sûr donc des decks légèrement différents d'une personne à l'autre, et me semble-t-il, mais je dis peut-être une bêtise, à vérifier, il me semblait que c'était par le même auteur que Magic the Gathering, mais là pour le coup je suis beaucoup moins sûr. Quoi qu'il en soit, pour l'instant 1000 contributeurs, donc les gens savent quand même qu'ils auront accès au jeu en boutique à terme, donc c'est pas vraiment très important d'aller se mettre sur la campagne de Gamefound. Premier vrai projet qui m'intéresse un petit peu plus cette semaine, il aura fallu attendre quand même pas mal de temps, il s'agit de David Jones' Locker qui nous revient avec une extension intitulée Curse of the Ghost Ships. 899 contributeurs pour l'instant, 16 jours avant la fin de la campagne, et c'est le retour de David Jones' Locker, deuxième campagne de Zachary Jacob, la première ayant été le jeu de base, en fait, simplement de David Jones' Locker, qui a fait plutôt bonne impression, puisque pour une première campagne d'un primo-éditeur sur Kickstarter, près de 2000 contributeurs à l'époque, pour le jeu de base, c'est
c'était plutôt du tout bon, hein, quand même, hein. Et je parle pas du politicien des années 90, bien sûr, c'était quand même un très bon résultat, puisque pour rappel, c'était en juillet 2022, et on connaissait absolument pas l'équipe derrière le jeu, donc 2000 contributeurs, c'est quand même pas mal du tout, pour ce qui était fondamentalement un jeu coopératif pour 1 à 5 joueurs, et ils nous reviennent avec une extension qui vient vous permettre de repartir sur les mers, toujours en expérience de coopération comme vous le voyez ici, dans lequel vous devrez faire face à une nouvelle menace, un château, enfin pas un château, un bateau, excuse-moi, même d'ailleurs une flotte entière de bateaux fantômes. C'est pour 45 minutes par joueur autour de la table, donc dites-vous bien que si vous jouez à 5, ça va potentiellement être assez long, et c'est pour 14 ans et plus, donc pour 1 à 5 joueurs. Pour l'instant, on est sur du 8.6 de moyenne sur BGG, donc une excellente évaluation. Ceci dit, toujours à prendre avec des pincettes. Je suis allé checker tout à l'heure, il y a 80 évaluations. C'est quand même très peu, donc est-ce que c'est suffisant pour aller mettre en gros comme ça dans sa campagne? Ça me semble un petit peu léger, même si je comprends l'envie de montrer que les joueurs qui ont eu l'occasion d'y jouer ont été convaincus. Bon, ça fait quand même très peu d'évaluations, parmi lesquelles certainement des gens qui connaissent les auteurs, etc. Donc bon, c'est un petit peu biaisé. Allez voir, mais bon, moi généralement je fais pas confiance à une évaluation de Board Game Geek s'il y a moins de 300-400 évaluations environ. Les pledge levels, 40$ pour Curse of the Ghost Ships, donc l'extension seule, 120$ si vous voulez le jeu de base plus l'extension, si vous aviez raté la première campagne, ou 85$ si vous voulez seulement l'extension, mais que vous vous foutez de l'extension qui fait l'objet de la campagne actuelle. Ensuite, qu'y a-t-il de nouveau? Eh bien, cette nouvelle extension qu'est donc Curse of the Ghost Ships, elle va vous proposer une expérience assez intéressante en 2 actes, puisque en fait, vous aurez un premier acte où vous allez devoir partir à la recherche des doublons maudits, que vous apercevez ici, les ramener sur votre plateau personnel, donc votre île de pirate où vous cachez votre trésor, et une fois toutes les pièces trouvées, eh bien, le plateau va switcher de face, donc plateau double face, et cette fois-ci c'est le combat face au gros boss, la flotte des bateaux fantômes qui pourront même vous posséder, c'est-à-dire que vous voyez que votre bateau à vous ici est possédé, et quand votre bateau est possédé, vous pourrez potentiellement aller flinguer vos propres partenaires. Donc il y a un petit aspect un petit peu fun là-dessus, de gestion, de coopération, de timing à aller gérer, qui a l'air assez intéressant. Pour le reste, vous avez un petit aperçu de ce qui est contenu dans l'extension, vous le voyez ici d'ailleurs. Encore une fois, j'ai l'impression d'avoir plutôt du bon matos, même si je suis pas très fan des cartes en elles-mêmes, que je trouve vraiment très épurées, mais un peu trop, et pas quasiment très joli pour le coup. Le reste, par contre, ça a l'air assez bien foutu. Avec le plateau double épaisseur que vous voyez ici notamment. On aura aussi des game trays, des pièces de métal potentiellement aussi, des petites miniatures par-ci par-là. Voilà, donc un jeu qui est plutôt bien présenté en termes de visuel, c'est quand même plutôt pas mal. Vous aurez aussi des add-ons dans lesquels vous pourrez avoir notamment un néoprène pour le plateau central et pour le plateau central inverse, donc le recto du plateau central. Les pièces de métal, hein, les fameux doublons à 20$. Et puis ensuite on va pouvoir passer, ma foi, au frais de port assez rapidement. Il n'y a pas de vidéo en français malheureusement. D'ailleurs le jeu lui-même n'est pas en VF, donc bon, ça s'explique aussi comme ça. Sachez aussi quand même au passage, avant de parler des frais de port, que le jeu est disponible sur TTS, donc pour ceux qui voudraient le tester avant de backer, c'est disponible, c'est faisable, donc n'hésitez pas à le tester avant de prendre une décision. Frais de port pour le Canada, 25, 22, 15, en fonction du jeu de base, enfin, de votre pledge. Est-ce que c'est seulement le jeu de base, l'extension seulement, ou le néoprène seulement? Et vous avez aussi le pledge, donc jeu de base plus extension, extension plus néoprène, jeu de base plus extension plus néoprène, et là ça change un petit peu le prix bien sûr en termes de frais de port, 28, 24, 30 pour le Canada. Pour l'Union Européenne, 19, 16, 11 ou 21, 18, 24. Pour nous qui sommes dans la zone Asie, 1, 34, 25, 22 ou 40, 32, 44$ en termes de tarifs de frais de port. Mais bon, nous, on n'a pas la TVA, ce qui sera certainement votre cas lorsqu'arrivera l'heure du Pledge Manager. J'ai fait une rime riche sans le vouloir. Voilà, c'est après tout pour David Jones Locker avec l'extension Curse of the Ghost Ships, 900 contributeurs, 16 jours avant la fin de la campagne. On continue avec le 8e projet de Escape Velocity Games. C'est un petit éditeur qui n'a pas fait beaucoup parler de lui jusqu'à présent, certes, mais qui a quand même pondu quelques petits jeux qui ont fait des résultats assez moyens jusqu'à présent. On est souvent sous les 1000, d'ailleurs assez souvent, même tout le temps, hein, voilà, je passe en revue tous les jeux. 220, 67, 400, 280, 968, on n'était pas loin, 530 et ici 64 pour Lands of Oz. Et donc cette fois-ci avec Flame and Fang, on nous propose un jeu de société qui a l'air d'être relativement sympa, les retours sont plutôt très positifs.
sportif, malgré l'aspect visuel qui moi personnellement m'attire absolument pas du tout. On va ici incarner un dragon, et oui, pour une fois on va pas les combattre, on va les incarner, en coopération qui plus est, pour prendre notre envol, combattre tout un tas de petits monstres comme vous le voyez ici, hein, des golems, des gobelins, des squelettes, etc. Et aussi chasser pour réussir à survivre tous ensemble. Vous pouvez tester le jeu sur TTS, me semble-t-il, mais en bref, pour résumer, il y aura du deck crafting, donc une sorte de deck building, on va dire. Il y aura une sélection d'aspects, vous aurez 3 aspects sur chacun de vos plateaux de dragon. Il y a un gif qui le montre un petit peu ici, voilà, ici, vous le voyez. Vous choisirez à chaque tour, est-ce que vous serez en mode chasse, vol ou, comment dire, c'était combat. Et vous devrez ainsi donc gérer le timing en fonction de la situation actuelle, collecter des ressources également pour rendre votre dragon encore plus puissant, et puis il y a aussi je crois 8 chapitres, si je ne me trompe pas, rejouables, donc une sorte de campagne au long cours sur 8 chapitres qui est rejouable qui plus est. Voilà, pour le reste c'est pas vilain, il y a un petit peu d'exploration comme vous le voyez ici aussi, mais je suis quand même assez peu fan de la direction artistique, même si c'est pas vilain encore une fois, hein, c'est juste pas mon style du tout. Donc à vous de voir. En plus de ça, peut-être le petit côté un petit peu narratif des 8 chapitres peut le rendre assez intéressant pour certaines personnes. Et vraiment, encore une fois, hein, les différentes vidéos, les différents retours que l'on peut en lire ici dans la campagne sont plutôt positifs en règle générale. Vous voyez aussi ici un aperçu des différentes cartes, en voyant que en haut à gauche des cartes, vous aurez justement l'aspect, donc un petit peu le statut de votre dragon actuellement, qui vous permettra ou non d'utiliser certaines cartes. Donc assez intéressant de ce point de vue-là également, d'autant qu'il y a aussi la gestion de coop, donc du timing, de qui va affronter qui, quand et comment, est-ce qu'on se met à deux sur un seul, etc., etc. Donc ça peut être intéressant au demeurant, d'autant plus que vous le voyez, c'est quand même très peu cher. On est sur un jeu à 39$, avec la possibilité de prendre un pledge groupé à 5 copies pour 156$, et en plus de ça, vous allez voir aussi que en termes de frais de port, c'est plutôt agréable, puisqu'on est sur du flat rate worldwide, donc en gros, sur l'ensemble de la planète, on a un flat rate, donc un taux unique, un tarif unique en termes de frais de port, à 9$ pour une copie, ce qui est quand même très peu cher, très peu onéreux pour ce qui est des frais de port, 36$ pour 5 copies, c'est parfois les tarifs qu'on a pour les frais de port pour un seul jeu parfois. Là pour le coup c'est pour 5 copies, donc c'est plutôt sympa. A vous de voir si vous voulez soutenir donc, le 8e projet de Escape Velocity Games, sachant que tout à l'heure quand j'ai cliqué, j'ai aperçu qu'il y avait Michael Kelly derrière, en termes de designer apparemment, et Michael Kelly c'est un des gars qui gère la chaîne One Stop Co-op Shop, donc ouais, à suivre, ça peut être intéressant malgré tout, parce que c'est un YouTuber qui est un petit peu spécialisé dans le coop et le solo. Est-ce que c'est vraiment lui qui du coup a conçu en partie en collaboration ce jeu? Ça pourrait le rendre encore plus intéressant. Pour l'instant on est à 535 contributeurs, donc je pense que le jeu a les moyens de enfin permettre à l'éditeur de passer la barre des 1000 contributeurs d'ici la fin de la campagne. 5e projet de Bitewing Games sur Kickstarter, c'est un éditeur qui pour l'instant commence à se faire un joli petit nom sur Kickstarter depuis vraiment 2 ans environ. Surtout avec la deuxième campagne, hein, c'est-à-dire Trailblazers, qui avait fait quand même près de 5000 contributeurs à l'époque, un jeu de randonnée très portatif, de pose de tuiles, même si c'était plutôt des cartes, qui avait l'air d'être assez intéressant, même si, pour être honnête, la suite, l'extension avec Sasquatch, avait fait seulement 2000 contributeurs, donc à suivre, parce que la moitié des backers de la première campagne pour l'extension, c'est pas forcément un très bon signe. Ils avaient aussi fait un trio de jeux de Reiner Knizia qui n'avait pas attiré grand monde finalement, alors que bon, quand même, le nom de Reiner Knizia devrait attirer pas mal de monde, mais c'est vrai que la thématique n'était pas forcément la plus attirante. Ensuite, toujours avec Reiner Knizia, on avait aussi eu Zugvadis qui pour le coup lui avait fait un bon résultat avec 2375 contributeurs. D'ailleurs, Zugvadis sera disponible, vous le voyez ici d'ailleurs, dans la campagne de Cascadero et Cascadito, qui sont donc les deux nouveaux jeux qui font l'objet de la campagne que vous voyez aussi maintenant. C'est actuellement à 18 jours de la fin de la campagne, 1675 contributeurs se sont déjà rués sur le projet, qui a quand même su pas mal attirer des gens, 116 000 € d'engrangés d'ores et déjà, donc le projet est largement financé. Et pourquoi attire-t-il autant de monde aussi rapidement? Peut-être aussi, au-delà du fait qu'il s'agit d'un jeu de Reiner Knizia et que Bitewing Games a su se faire un petit peu sa place sur Kickstarter, c'est aussi que aux illustrations, on est sur le travail de Ian O'Toole, qui est quand même l'une des figures emblématiques du jeu de société, enfin des illustrations de jeux de société de ces 10 dernières années. C'est quand même le monsieur qui accompagne tous les Vital Lacerda. C'est aussi lui qu'on a vu notamment pour Voidfall, le nouveau projet, enfin le nouveau jeu de Super Meeple en VF. Donc il est quand même assez présent et généralement il fait du très bon boulot.
Les jeux, rapidement, hein, ici Cascadero vous coûtera 49$ et Cascadito son petit frère 19$, et vous aurez aussi donc Zuvadis qui sera accessible durant la campagne. Cascadero, ça se joue pour 2 à 4 joueurs pour des parties de 45 à 60 minutes, donc un jeu assez facile à sortir. Bon, ça a l'air assez abstrait comme ça, vous le voyez, hein. On est sur un tableau central avec différentes villes d'une sorte de royaume mené par le Cascadero justement, et vous êtes des envoyés, des sortes de diplomates on va dire, qui devaient retisser une sorte de tissu de maillage urbain on va dire, quoi en gros. Vous devez disposer vos petits meeples un peu partout sur le plateau en fonction des dispositions des villes, en fonction de la disposition de vos autres envoyés, même des envoyés des autres joueurs, etc. Et bref, à chaque fois que vous allez placer un meeple, ça va vous activer certaines conditions de scoring, etc. Il y a plein de combos à aller activer, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, en fonction de la ville à côté de laquelle vous êtes situé. Est-ce qu'il y a un de vos envoyés à proximité? Est-ce qu'il y a des envoyés d'autres joueurs autour de la table à côté? Bon, il y a plein de trucs à prendre en compte pour aller activer un max de combos. En vrai, ça a l'air d'être assez sympatoche, même si visuellement je suis pas très fan. Le bolo de Yann O'Toole, plutôt, ouais, j'aime bien. Par contre, j'avoue que le plateau central, ça fait quand même très abstrait, et ça m'attire pas outre mesure, je trouve pas ça très immersif. Le premier joueur, ayant, ça ne peut rien dire, excusez-moi, atteint les 50 points, déclenche la fin de partie, et il y a pas mal de chemins qui peuvent vous mener vers l'obtention de multitudes de points grâce à des combos bien pensés. Donc Cascadero a l'air d'être assez sympatoche, même si au demeurant, il m'attire pas outre mesure. Ensuite, vous avez aussi Cascadito, donc son petit frère, pour 1 à 4 joueurs, pour des parties un peu plus courtes, un peu plus ramassées de 30 à 45 minutes, et vous le voyez, c'est très similaire à Cascadero, ça reste quand même son petit frère, très globalement, mais cette fois-ci, ça se joue en roll and write. Vous aurez des dés, des petits crayons de papier, et vous devrez cocher certains emplacements. Pour le reste, le gameplay est assez similaire, même s'il est un peu moins profond, un petit peu moins, comment dirais-je, complexe que ne peut l'être Cascadero, mais ça peut être assez intéressant si on est amateur de roll and write, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Pour le reste, j'ai déjà dit le prix, hein, 49 pour Cascadero, 19 pour Cascadito. Vous pouvez aussi prendre en add-on des feutres supplémentaires ou par exemple des maps supplémentaires qui sont elles effaçables, donc avec le feutre que vous voyez à côté. Donc ça évitera d'avoir à jeter à chaque fois. C'est une sorte de petite deluxification mais qui vous permet aussi d'ajouter un petit peu de rejouabilité, puisque du coup avec les feutres et les maps effaçables, vous n'avez pas besoin de jeter du papier à chaque fois, donc ça c'est plutôt cool. Ensuite, Zuvadis, on en a déjà parlé sur la chaîne lorsque le jeu avait fait l'objet d'une campagne il y a quelques mois, peut-être même un an, je ne sais plus. Donc vous pouvez aller checker éventuellement, c'est toujours pour 3 à 7 joueurs, pour 20 à 40 minutes, pour 8 ans et plus, donc un jeu très familial, avec une très belle DA pour le coup. Si mes souvenirs sont bons, c'était Kwanchai Moria derrière aux illustrations, en tout cas c'était très joli. Donc à 49$ lui aussi d'ailleurs. Ensuite, descendons avec les add-ons. Donc on peut prendre la deluxification pour Cascadito avec les feutres et les maps effaçables. On peut prendre des tuiles deluxifiées en bois pour Cascadero plutôt qu'en carton. On peut prendre Zuvadis en deluxe ou en standard. On peut prendre les sacs pour Zuvadis également à 10$. Bon, voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire concernant les add-ons. Il y a aussi des bundles bien évidemment, qui vous permettent aussi de réduire un peu le prix. 68$ si vous prenez Cascadero et Cascadito, plus la deluxification qui va avec, par exemple, avec une belle réduction quand même de 18$. Ensuite, le Big Knizia Bundle pour Cascadito, Cascadero et Zuvadis, pas Zuvadis, ça c'est pour le coup c'est du latin, Zuvadis à 117$. Le Big Knizia Bundle Deluxe avec la deluxification qui va avec, le tout pour 142$ par exemple. Ensuite, les frais de port, Canada et Union Européenne, c'est 9$, quel que soit le nombre d'items que vous allez prendre durant cette campagne. Donc encore une fois, c'est relativement abordable. Pour les pays de l'Europe qui ne sont pas dans l'Union Européenne, en revanche, c'est un peu plus cher, comme par exemple la Suisse, avec du 14, 16, 17$. Pour nous, au Japon, 19, 25 et 28$ de frais de port, mais sans la TVA bien sûr, pour un pledge qui devrait théoriquement vous parvenir en septembre 2024. Voilà donc pour Cascadero et Cascadito. Dernier plat principal de la semaine, il s'agit de Burn the Witch, un jeu de déduction sociale pour 5 à 15 joueurs. Bon, oui, il faut l'avoir à la configuration, et pour des parties pouvant aller jusqu'à 2 heures, donc ça peut aussi être assez long, mais en même temps quand on est 15 joueurs, c'est assez logique, et c'est pour 14 ans et plus.
et comme son titre l'indique, un Burn the Witch, on va brûler des sorcières, sauf que dans le tas, il y aura aussi des sorcières parmi nous, et donc les sorcières devront sauver leur peau. Mais alors que devront faire les autres? Eh bien, ils devront en faire de même, puisque on ne sait pas qui sont les sorcières, et à chaque tour, on va voter pour la personne que l'on veut voir cramer sur le bûcher. Hein, c'est très cathartique comme expérience potentiellement. Il y aura plusieurs factions, il y en aura 5 si mes souvenirs sont bons, si je me souviens bien de ce que j'ai dit hier, hein. J'ai un peu oublié entre temps, mais bref, c'est très très bien illustré, et donc à chaque tour, comme je le disais, vous allez voter pour la personne qui va mourir, sachant que, et ça c'est plutôt cool, il n'y a pas d'élimination, parce que ce type de jeu, clairement, c'est un type de jeu où vraiment, généralement, il y a des éliminations, un peu façon loup-garou, etc. Là non, vous pouvez être cramé tour 1, vous restez actif jusqu'à la fin de la partie. Je ne sais pas exactement comment ça se passe, honnêtement, j'ai pas fouillé plus que ça, mais en tout cas, sachez-le, il n'y a pas d'élimination. Tout le monde reste actif du début à la fin. Il n'y a pas de modérateur non plus, il n'y a pas de mission privée, de mission secrète pour chacun d'entre nous, etc. Et il n'y a pas de phase de nuit non plus. Donc vraiment, on est actif tout le long de la partie. Et puis vous aurez aussi l'opportunité de mettre la main sur une extension dont on parlera plus tard. Sachez également que vous avez un accès au print and play, donc pour ceux que ça intéresse mais qui ne veulent pas payer la version physique, c'est jouable. Il y aura aussi une soundtrack, donc une bande originale on va dire, pour le jeu spécifiquement, conçue pour vous donc à l'occasion de cette campagne. Ça c'est plutôt cool en termes d'immersion. Donc il y a quand même pas mal de petits trucs assez sympatoches durant la campagne, et en plus de ça, vous le voyez, 39$ de MSRP, et ça coûtera un peu moins cher si je me souviens bien pendant la campagne, donc sachez-le. On va aller descendre tout de suite justement pour en savoir plus justement sur les niveaux de pledge, mais d'ailleurs vous le voyez ici, hein, le village qui va voter, est-ce qu'on va sauver ou est-ce qu'on va cramer telle ou telle personne à chaque tour. Il y aura donc un bourreau qui fera sa basse besogne. Ensuite, continuons, on va aller voir les niveaux de pledge comme je vous le disais, puisqu'il me semble que c'est un peu moins cher que le MSRP, le prix en boutique. C'était 39 le prix en boutique, et on voit ici le donc 25, ah non c'est l'extension, excusez-moi, c'est l'extension. Où est le jeu de base du coup? On va descendre directement ici. Burn the Witch, on a ici le print and play à 9$. On a le Firestarter à 29$, donc 28€ contre 39 en boutique, donc ça c'est plutôt cool. Ensuite, l'extension est à 25$, elle, et elle va vous rajouter de nouvelles cartes de house, donc de maisonnée, de nouvelles cartes d'hérétiques, de nouvelles cartes d'identité secrète, pardon. Et puis aussi, elle va rajouter plein de petits pouvoirs asymétriques, et ça c'est plutôt cool, ça vient ajouter une petite dimension, une petite, comment dirais-je, profondeur stratégique supplémentaire à un jeu qui, j'imagine, n'en était pas déjà démuni à l'origine. Ensuite, en add-on, on pourra prendre le Malleus Maleficarum, donc une reproduction historique d'un livre du 15e siècle, voilà, qui parle, j'imagine, de sorcellerie. J'avais déjà entendu le titre, mais je n'ai jamais lu. Ensuite, on va avoir un petit résumé des pledges, si je me souviens bien, ici, voilà, 9 en print and play, 29 pour le jeu de base, 48 si vous prenez le jeu de base plus l'extension Houses and Heretics. Ensuite, Witchhammer à 89$ pour prendre le jeu de base, l'extension, plus le Malleus Maleficarum, plus les pièces de métal, pour aller voter, plutôt que le carton. Et ensuite, enfin, à 148$, vous pourrez avoir la même chose, plus comment dirais-je, une petite boîte qui ressemble à un livre, pour le coup, pour aller voter, plutôt que la boîte de base dans laquelle vous votez dans le jeu d'origine, qui est ici, voilà, un truc assez impersonnel, que vous pouvez donc remplacer par le fameux Malleus Maleficarum, une reproduction dans laquelle vous pourrez donc, voilà, ici vous le voyez, hein, mettre votre pièce dans le save ou dans le burn. Voilà, c'est après tout, je crois, pour ce qui est de nos pledges. On a aussi un pick pledge limité à 10 personnes à 250 boules qui vous permet de mettre la main sur un proto ou en tout cas une copie pré-impression de masse. Bon, ça n'a pas un grand intérêt, c'est plus du mécénat qu'autre chose. Ensuite, pour les livraisons, Canada 15,25, 17,27, 19,30, plus 20$ si vous prenez la Artisan Box. Pour l'Union Européenne, 18,25 jusqu'à 24,30, et pour le reste du monde, 40 jusqu'à 60$ de frais de port. C'est assez cher, et rajoutez par-dessus la TVA si vous êtes dans une région concernée par la taxe sur la valeur ajoutée. Voilà donc pour Burn the Witch, 275 contributeurs 25 jours avant la fin de la campagne. Je suis généralement pas un grand fan des jeux de déduction sociale, même s'il y en a 1, 2, 3 qui trouvent grâce à mes yeux, mais pour le coup, Burn the Witch, un jour, pourquoi pas me laisser tenter par une partie de découverte. De là à les baquer, il y a un monde, mais quand même, il a l'air d'être assez sympatoche.
On termine avec le seul et unique dessert de cette semaine. Il s'agit de l'extension Light and Darkness pour Erun, ou Erun si vous prononcez ça à l'anglaise, je ne sais pas après tout, le jeu qui nous vient des Rouennais de Arcada Studio, dont c'est le 3e projet sur Kickstarter, le premier ayant été Erun, le jeu de base, qui les avait fait connaître avec près de 1500 contributeurs. C'est d'ailleurs approximativement le même score sur lequel s'était terminée la campagne de leur deuxième jeu, Spark Riders 3000, 1500 backers également. Et donc ils nous reviennent avec une extension pour Erun, ce jeu de dungeon crawler avec application qui pourra forcément gêner beaucoup de monde parce qu'il y a beaucoup de monde qui n'aime pas le numérique dans les jeux de société, mais qui apparemment a quand même su conquérir pas mal les backers de la première heure. Du coup le score s'en ressent, puisque après du coup 4-5 jours de campagne, à la fin de la première semaine de campagne, on est déjà sur 1100 contributeurs, donc on est sur de très bonnes bases pour espérer dépasser le score de la première campagne de Erun, ce qui est toujours très très bon signe. Et donc, que vient nous proposer ce petit hybride de dungeon crawler / application également? Et bien d'abord, vous le voyez, du matos, beaucoup de matos, beaucoup de nouveautés aussi grâce à Light and Darkness, mais avant d'aller plus loin, vous l'avez peut-être déjà vu, ici, bien sûr, la page Kickstarter en français. Et ça, c'est un gros plaisir, ça va aussi me permettre de passer un petit peu moins de temps à vous présenter le jeu, puisque vous pouvez aller directement sur la page de arcadiastudio.fr pour découvrir le jeu avec la campagne entièrement en français, pour trouver un petit peu toutes les informations dont vous aurez besoin. Et sachez-le, des informations, il y en a un paquet. Parce que bon, Erun, qui est sorti en 2020, va s'enrichir ici d'une énorme extension, et du coup, ils vous ont proposé une page de campagne Mastoc. Vous le voyez ici, hein, je vais dérouler quelques instants, hein, juste histoire de vous montrer. Sur le Kickstarter, c'est plus parlant. Voilà, je déroule. Dites-vous bien que là, je déroule à une vitesse assez soutenue, assez rapide, et que là, je suis à peu près à un quart de la page. Voilà, donc je déroule, hein. C'est juste pour vous montrer un petit peu la souffrance. J'ai une crampe au niveau de l'index, mais je continue pour vous. Je ne suis pas encore à la moitié, hein. Attendez un tout petit peu, hein. D'ailleurs vous pouvez en profiter pour avoir un petit regard sur les différents éléments en termes de contenu, de matériel. Voilà, là je suis à la moitié de la page. J'ai mal aux doigts. Donc là c'est un problème quand même. Alors bon, il vous montre tout ce qui est disponible dans la nouvelle campagne, dans la nouvelle boîte donc de cette extension qui est Light and Darkness. Mais quand même, bon, il y a un petit peu trop de contenu, cette page est beaucoup trop longue les gars. Quoi qu'il en soit, Erun Light and Darkness, ils nous reviennent avec donc toujours cette expérience coopérative de Dungeon Crawler avec l'application, comme je disais à l'heure, qui pour l'instant a un 8.2 sur BGG. Encore une fois, allez checker combien de votes, combien d'évaluations ont été postées sur BGG, parce que bon, encore une fois, si c'est pour 100 évaluations, ça vaut pas tellement la peine de le mettre, mais en tout cas, ceux qui ont pu avoir l'opportunité de mettre la main sur le jeu et y jouer, ont l'air d'être plutôt convaincus. On a également aussi une soundtrack, vous voyez que le jeu sera accompagné d'une musique immersive, mais également de dialogues joués par des acteurs, des doubleurs on devrait plutôt dire, pour la totalité du jeu, et ça c'est plutôt très cool également. Et donc, que vient nous proposer Erun Light and Darkness? On va le voir tout de suite avec le premier pledge, qui est donc le Master Pledge apparemment, si mes souvenirs sont bons, qu'on va voir un tout petit peu plus bas. Sachant que, bon, pour résumer aussi, on est toujours avec deux modes de jeu différents. On a le Master of Shadows, qui est concrètement un 1 contre tous, donc 1 contre 1, 2, 3, 4 autres joueurs, où on peut jouer en solo ou en coop jusqu'à 4 joueurs, pour cette fois-ci une expérience totalement coopérative, même si on a aussi un jeu qui est disponible aussi en format arène, où on peut se confronter les uns aux autres éventuellement, donc ça aussi ça existe. Ensuite, sachez que comme lors du jeu de base, l'extension vous permet elle aussi de vivre une aventure avec différents embranchements narratifs, ce qui fait que la personne que vous avez désignée pour aller interagir avec tel PNJ, je mélange l'anglais et le français, PNJ, vous donnera une issue un petit peu différente qu'un autre personnage par exemple. L'issue d'un combat aussi va pas mal impacter la suite de l'aventure, etc., etc. Et tout ça sera pris en compte et pris en charge surtout par l'application, et c'est là qu'elle vient entrer en ligne de compte et qu'elle vient faciliter aussi pas mal la progression dans le jeu. Donc pour le coup, mais l'application, j'ai envie de dire, pourquoi pas, à tester. Ensuite, disais-je, on va parcourir un petit peu le Master Pledge, donc le pledge qui est mis en avant directement dans la campagne, celui qui coûte 215 €. Donc oui, c'est cher, mais que voulez-vous, il y a quand même 134 miniatures,
436 cartes et 245 tokens dans le pledge. Donc en même temps, vous comprenez que ça coûte cher. Et en même temps, bon, 215 € c'est cher, oui, mais ça contient le jeu de base, l'extension Heroic, qui devait déjà être présente dans la campagne de base à mon avis, et la fameuse extension Light and Darkness. Donc en gros, c'est le all-in de la mort qui tue. À 215 €, certes c'est cher, mais vous voyez le matos qui déborde, hein, il y a quand même beaucoup de matos, d'ailleurs c'est un peu fouillis sur le donjon que l'on voit ici, il y a des miniatures dans tous les sens et de toutes les couleurs, de toutes les grosseurs, donc c'est vrai que ça semble un peu bordélique pour le coup. Alors ensuite, les aventuriers, ici on a deux nouveaux aventuriers, le Demon Huntress, enfin la Demon Huntress pour le coup, et le Monk, donc le moine en gros. Pour le reste, les autres, vous les connaissez déjà peut-être. Le guerrier, le gardien, l'archer et la sorcière, par exemple. Donc encore plus de rejouabilité avec deux nouveaux personnages. Ainsi que leur boîte de rangement. Ça, c'est plutôt très cool. D'autant plus que chacun de ces personnages va être amené, bien sûr, à progresser au cours de la partie via des nouvelles cartes de compétences, etc. Et que durant la campagne Kickstarter, vous aurez 20 cartes supplémentaires par joueur, enfin par personnage, donc pour un total de 120 cartes exclusives à la campagne Kickstarter. Donc ça c'est quand même plutôt très cool, pas mal de gameplay supplémentaire grâce à la campagne Kickstarter et auquel vous n'aurez pas accès suite à la campagne. Donc ça quand même très sympa. Et en termes de rangement, d'installation, avoir une boîte spécifique pour chacun des personnages, c'est quand même très agréable. Ensuite, les cartes de sorts, de compétences, etc. Les cartes de classe héroïque, d'items, etc. Bref, bon, je ne vais pas passer en revue la totalité, sinon j'ai passé 3 heures, ne serait-ce que sur ce projet-là. Mais bref, vous pouvez voir aussi le matériel qui est nécessaire pour le Master of Shadows, donc le fameux mode 1 contre tous, avec l'écran du Master of Shadows, plus les propres cartes du personnage en question, sa petite boîte de rangement, etc. C'est mignon, bref, les monstres qui vont avec en miniature, avec encore une fois, je le répète, des très belles miniatures. On est vraiment sur un jeu qui a un matos assez fou, assez classe, avec des belles miniatures bien détaillées, donc vraiment du très beau boulot de la part de Arcada Studio, hein, vraiment. On continue, on va aller voir s'il y a d'autres pledges un peu moins onéreux parce que éventuellement vous avez peut-être le jeu de base. Je passerai les tokens, les dés customisés, etc. On va aller voir directement le prochain niveau de pledge qui se trouve du coup ici. Le Master Pledge All-In, mais du coup c'est encore plus cher, excusez-moi. 265 € parce que du coup, en plus de ce que vous avez vu précédemment, il y a aussi tous les add-ons. Donc un playmat en néoprène énorme, la map du monde de Erune, un set de dés supplémentaires pour éviter d'avoir à vous les passer l'un l'autre pendant la partie. Ensuite, des petits trays pour les tokens, donc des petits, comment dirais-je, réceptacles pour les tokens. Et puis également un tapis de dés en néoprène. Ensuite, Be in the Game, bon là c'est du mécénat, pour inclure votre propre personnage, j'imagine, dans le jeu. 650 €, le reste c'est la même chose que tout à l'heure, hein, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Ensuite, on repart sur un des pledges un peu moins onéreux. Le pledge Legendary, 89 € pour ceux qui ont déjà le jeu de base, voire même l'extension Heroic également. Ce sera donc uniquement l'extension Light and Darkness avec 47 miniatures, 163 cartes et 6 tokens. Donc avec les deux nouveaux personnages, avec le nouveau boss que vous voyez ici qui est donc Medusa si je me souviens de son nom, de nouveaux monstres, de nouveaux skills, de nouvelles compétences, donc hein, de nouveaux éléments de décor, etc. Donc beaucoup de contenu. Vous avez aussi le Legendary All-In, donc c'est la même chose, plus les add-ons que j'ai mentionnés tout à l'heure. Et puis ensuite la liste des add-ons eux-mêmes, hein, le playmat à 28 €, la carte de Erune, etc. Tout ça, je l'ai déjà mentionné. Vous pourrez bien sûr prendre aussi le jeu de base Erune à l'unité en add-on si vous le souhaitez, l'offrir par exemple à quelqu'un. Ma foi, c'est à peu près tout, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Vous avez aussi un petit point ici sur le contenu de l'application, avec donc les dialogues, avec également la musique, avec la lecture de certains pans scénaristiques, etc. Avec même la composition des donjons, les tokens que vous allez mettre dans certaines pièces, etc. Donc vraiment, ça a l'air d'être une appli pas trop intrusive et super efficace à voir. Généralement, l'inclusion d'applications dans certains jeux, c'est pas un truc qui m'attire, c'est plutôt un repoussoir pour moi, mais pour le coup, Erune, je serais très curieux de le tester un jour, si j'en ai l'opportunité en tout cas. Ensuite, passons ici, vous avez l'aperçu de livret de règles en VF, pour ceux que ça pourrait intéresser. Vous avez également un petit point sur tous les acteurs qui ont participé au voice acting, on va dire, au doublage des personnages, qui sont présentés, je crois, tous voilà, ici, là pour la partie anglaise, et puis ici pour la partie française, avec certains doubleurs apparemment de renom. J'ai aucune connaissance en la matière, donc je ne saurais pas vous le dire, mais bon, vous voyez ici donc la liste des différents acteurs et actrices qui ont participé à cette œuvre qu'est donc le doublage de tous les dialogues de Erune.
Ensuite, les frais de port. Je vais vous retrouver ça assez rapidement, c'est ici que ça se passe. Pour la France, 10-30, 10-30, 20-40, 20-40, en fonction d'une plage que vous avez choisi. Canada, 15-40 jusqu'à 20-40. Suisse, 20-30 jusqu'à 20-40. Et pour nous qui sommes dans le rest of the world, 20-40, 20-40, 20-40 sur toute la ligne. Et ma foi, cette fois-ci, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire pour Erune avec l'extension Light and Darkness. Sachez, n'oubliez pas que vous pouvez accéder directement à la page Kickstarter en français sur le site de l'éditeur pour trouver absolument toutes les informations directement en VF, et ça c'est quand même plutôt très agréable. Pour le coup, c'est après tout pour le menu crowdfunding de cette semaine. On va quand même terminer sur le nombre de backers, 1125 contributeurs 16 jours avant la fin de la campagne. Et donc, pour moi, c'est tout cette semaine. Deuxième enregistrement d'affilée. Enfin bon, je l'avais fait hier soir, mais bon, on va dire que mon fils m'a poussé à faire un second enregistrement un poil plus court, parce que je suis à 1h02 au moment où je termine cette vidéo. Avec un poil de montage, on doit passer juste en dessous de l'heure de vidéo. Voilà. Du coup, j'espère que vous aurez l'occasion de jouer un max ce week-end ou cette semaine. Profitez bien de votre famille, de vos proches de manière générale. Jouez bien, portez-vous bien et à la prochaine.